Pendant 2 heures et à travers un échange d'informations avec la commission OHADA, les membres du patronat congolais ont été sensibilisés sur l'immatriculation des commerçants et l'harmonisation des statuts sociaux avec le droit OHADA. Le professeur Roger Massamba a conclu en invitant les personnes physiques ou morales et groupements d'intérêt économique de mettre les conditions d'exercice de leurs activités en harmonie avec la nouvelle législation. Avec votre autorisation, professeur, vous avez la parole. Je sors un bébé de l'Afrique. Je connais cette salle, je connais également notre salle petite où nous avons eu ensemble à travailler beaucoup pour qu'on puisse arriver au stade où nous sommes aujourd'hui. Et je devrais vraiment présenter mes excuses en tant que membre de l'Afrique parce que durant les 2 années qui viennent de s'écouler, je n'ai pas eu l'occasion de me retrouver dans cette maison qui est aussi la mienne. Un deuxième devoir, c'est le devoir qui est prescrit par le ministre de la Justice, mais aussi par le Premier ministre en personne. Prescrit à la Commission nationale OHADA d'intensifier les actions de sensibilisation en rapport avec l'OHADA et surtout en cette période où l'on s'achemine vers l'expiration du droit transitoire en matière de société et de droit commercial général. Donc c'est une belle opportunité. Je sais que le temps est limité. Je voudrais saluer la générosité de mes 2 prédécesseurs à cet égard. Je pense que je risque de consommer le temps qu'ils m'ont offert. Alors, on va surtout se focaliser sur l'intitulé qui est là, immatriculation des commerçants et harmonisation des statuts sociaux. Évidemment, ce qui va le plus retenir notre attention, ce sont les sociétés commerciales, parce qu'il y a eu beaucoup de débats, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est possible que je ne réponde pas maintenant à l'ensemble des questions qui ont été soulevées, mais pendant le débat, on pourra revenir sur ces différentes questions. Alors, nous allons présenter cet exposé en 4 parties. D'abord, cette petite introduction. Ensuite, un regard sur le droit applicable aux commerçants et aux sociétés. Et peut-être aussi, je ne vais pas dire mise au point, mais une fixation sur quelques repères et quelques notions. Donc, en 3e partie, nous parlerons des textes et 4 figures pertinentes pour être le plus pratique et le plus simple possible par rapport aux différents débats. Et c'est cette partie qui sera... ensuite, viendra une dernière partie, une 4e, sur les régimes transitoires existants, issus de l'acte uniforme sur le droit commercial général ou issus de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique. Alors, je ne peux pas m'attarder sur la définition de l'OHADA. On sait que c'est une organisation internationale dont nous sommes membres, qui repose sur un traité, le traité de 1993, qui a connu une révision en 2008. Mais il y a tout un cadre juridique autour de l'OHADA. On reviendra un petit moment là-dessus tout à l'heure, au sujet donc des sources du droit uniforme. Nous avons, en plus du traité, des règlements d'application du traité. Nous avons aussi, et il faut peut-être le souligner, puisque c'est assez nouveau, la décision. La décision, c'est l'acte que peut poser le Conseil des ministres de l'OHADA pour parer éventualité en toutes circonstances. Par exemple, quand le gouvernement congolais a dit on ne sera pas prêt pour la comptabilité, on a besoin d'un délai, on n'a pas eu à courir, à chercher des interprétations par rapport au délai qui existait déjà dans l'acte uniforme sur la comptabilité. La question a été posée au Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a utilisé ce mécanisme que lui offre le traité depuis 2008, la décision. Vous savez que le Conseil des ministres, c'est l'organe qui adopte à l'unanimité les actes uniformes, mais c'est aussi l'organe qui, pour mettre de l'ordre au niveau de l'OHADA, peut prendre une décision, appelée simplement décision. Il y a également des actes uniformes, il y en a 9 aujourd'hui, 2 vont nous intéresser à titre particulier, mais il faut retenir au sujet des actes uniformes qu'il y a un effort d'amélioration, de correction aussi,
Parce qu'il y a de temps en temps des erreurs dans les actes uniformes, comme dans la loi française, américaine ou chinoise. Partout, il y a de temps en temps des erreurs ou des éléments qui appellent amélioration et correction. C'est des travaux qui se font à tout moment, et d'ailleurs des règles précises ont été adoptées sous l'impulsion du chef d'État de l'OHADA, en exigeant des études de faisabilité pour ne pas corriger à tout moment comme ça. Il y a peut-être encore une petite erreur au niveau de l'OHADA. Il y a des erreurs parfois assez flagrantes. Par exemple, en ce qui concerne l'entreprenant, quand on regarde les seuils qui se contredisent, mais là, il faudrait un mécanisme de correction plus rapide. Mais ça fait partie des grands débats autour de l'OHADA. C'est aussi un moyen, disons, un rappel sur le fait que tout cela n'est pas parfait. Mais c'est déjà de loin, de très loin, meilleur que ce qu'on avait jusqu'il y a peu. Alors, 3 actes uniformes ont connu une révision. C'est vrai que quand on révise un acte uniforme, c'est le terme consacré dans tout le système OHADA, qu'on retrouve dans les décisions du Conseil des ministres, dans les déclarations ou comptes rendus des réunions des chefs d'État, dans les actes des comités d'experts de l'OHADA. On parle des actes uniformes révisés. Mais au sens strict, c'est vrai qu'on peut constater que ce sont des actes qui abrogent les autres. Il n'est pas faux de dire que c'est nouveau. Alors, on ne va pas se bagarrer autour de mots. Il faut être assez souple et aller à l'essentiel. Puisque toute organisation peut avoir son propre jargon. L'essentiel est de se comprendre. Notre pays a adhéré en 2012. C'est vrai que le droit uniforme, qui comprend l'ensemble des actes que je viens de citer, le traité, des actes uniformes, le droit uniforme entre en vigueur, comme le prescrit le traité, son article 53, alinéa 2, 60 jours après. Donc le 61e jour. Donc ce jour-là, chez nous, c'était le 12 septembre. Mais l'entrée effective de la RDC, donc l'acquisition de la qualité de membre effectif, c'est le jour du dépôt de l'instrument d'adhésion, donc le 13 juillet à Dakar. L'entrée en vigueur des actes, des normes de l'OHADA s'accompagne d'un effet très fort qui est prévu par le traité en son article 10. Il y a des articles comme ça qu'on doit, surtout nous les juristes, retenir par cœur comme ça. On ne peut pas oublier qu'il y a un article 10 du traité qui dit que les actes uniformes sont d'application immédiate, obligatoire, nonobstant toute disposition nationale contraire, qu'elle soit présente, passée, future, peu importe. Voilà le texte qui fait que, en accord aussi avec notre ordre constitutionnel, nous avons l'article 215 de la Constitution qui donne la primauté au traité et à ses actes dérivés. L'acte uniforme est supérieur en force par rapport à la loi congolaise. Donc, c'est l'article 10 qui crée cet effet abrogatoire, parfois rappelé dans les actes uniformes également. Mais il y a des tempéraments. Parce que quand on lit cela, on a le sentiment que plus rien d'autre ne va s'appliquer. Il y a des tempéraments. D'abord, le droit national retrouve sa force à certains égards. On va voir dans un instant, pendant la période transitoire. Mais surtout, le droit au hasard qui ne pouvait pas tout régler à 100%, fait des renvois au droit national. Pour telle question, on se référera aux dispositions du droit national. Et cela signifie qu'on n'a pas fait table rase de manière totale. Ça nous amène à faire parfois des exercices qui sont simplifiés par un document publié par la Commission nationale de l'OHADA, l'harmonisation du droit congolais avec les actes uniformes de l'OHADA, volume 1. Le volume 2 va sortir d'ici peut-être, je sais pas, 2-3 semaines. On est en train d'accélérer les choses. Mais sachons quand même que le droit national revit parfois par la volonté même des actes uniformes, notamment en matière de sûreté, en matière d'hypothèque en particulier. Beaucoup de renvois sont faits au droit national. Nous avons aussi dans le droit uniforme, dans les actes uniformes, des dispositions qui sont supplétives. Les juristes savent qu'il y a des dispositions impératives, mais il y en a qui sont supplétives. Et ça commence souvent par la formule si les statuts n'en disposent pas autrement, alors voici la règle qui s'applique. Mais vous avez la liberté
de ne pas suivre cette règle, de créer votre règle, puisque ce sont des dispositions supplétives. Toutes ne le sont pas, beaucoup sont impératives d'ordre public, mais il y a aussi des dispositions supplétives. Donc on n'a pas rendu tout obligatoire. Il y a aussi des dispositions optionnelles. Vous créez une société anonyme, vous préférez que ce soit avec conseil d'administration ou vous préférez que ce soit avec l'administrateur général, c'est une option. On n'a pas dit que tous ceux qui créent la société anonyme doivent faire tout de la même manière. Donc, je ne veux pas entrer dans le détail, mais de temps en temps, il y a quand même des options qui sont ouvertes. Il y a d'ailleurs aussi des options par rapport à la faculté qu'une législation nationale a je dirais, comme en matière de capital social, aller en dehors du principe sur le capital qui a été fixé tout à l'heure, du minimum par exemple de 1 million de francs CFA, 2000 $ pour la SARL. Les États ont désormais la liberté de supprimer ça, de fixer à zéro. Ça surprend parfois, mais on trouve aussi en Belgique aujourd'hui ce qu'on appelle la SPRL TAC, donc même avec 1 euro, tout comme en France aussi. Alors, nous avons des dispositions dérogatoires, je n'entre pas dans le détail, en particulier en matière bancaire, par exemple, ou d'assurance, la loi nationale peut contredire le droit au Rwanda. Enfin, et c'est ce qui va plus retenir notre attention, nous avons des dispositions transitoires. Pas seulement dans l'acte uniforme sur les sociétés, on en trouve aussi dans l'acte uniforme sur la société coopérative. On en trouve dans l'acte uniforme sur la comptabilité. Et là, le Congo a encore prorogé le délai que les autres avaient connu. Et enfin, surtout, je dirais, on trouve des dispositions transitoires dans l'acte uniforme sur le droit commercial général et aussi dans celui sur les sociétés commerciales. Le droit qui s'applique aux commerçants et sociétés en période transitoire, pour en parler, il faut d'abord s'interroger sur ce que sont les sources du droit. On retrouve dans le droit Rwanda les mêmes sources que nous connaissons dans tous les systèmes juridiques. Les juristes savent qu'il y a des sources formelles, la Constitution d'abord, les traités, les lois, au sens large, y compris les règlements, les arrêtés ministériels, les décrets. Tout cela, ce sont des sources formelles obligatoires qui créent le droit. Mais il y a aussi des sources informelles qui influencent le droit, qui influencent la pratique du droit, qui parfois influencent le législateur et le contraignent à adopter de nouvelles lois ou à modifier des lois. Et qui parfois même, avant même la modification des lois, contredisent parfois la loi. C'est ça la jurisprudence. On peut dire, la loi dit ça, mais la jurisprudence est constante dans tel sens. Nous avons la doctrine. Alors nous avons des choses qu'on oublie, je dis ça parce qu'il y a parfois des petits débats qu'on ne se perdent pas. Quand vous lisez des ouvrages, notamment de droit constitutionnel, on vous dit, même les réponses ministérielles au Parlement ou au Sénat, c'est tout ça qui fait partie des sources informelles. La circulaire n'est pas une source formelle parce qu'elle n'a pas de contraintes. Le pouvoir public, les pouvoirs publics orientent. Nous faisons des notes d'observation, d'orientation, c'est un peu dans le même sens, si je puis dire. Il n'y a rien d'obligatoire, mais ça fait partie des sources informelles du droit pour faciliter la compréhension et l'application du droit. Alors, nous avons donc deux sources essentielles pour les commerçants, personnes physiques et personnes morales. Je mets un peu entre parenthèses l'entrepreneur. Nous avons l'acte uniforme sur le droit commercial général, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi l'acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du GIE, qui pose un petit problème parce qu'on en a eu un, nous on en a connu un, et on en a connu un deuxième en pleine transition, on va en parler. Je voudrais dire juste un petit mot sur les conflits de normes dans le temps. Et je reviendrai encore sur ça. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de chevauchement, de période transitoire. Ce sont des notions connues depuis des décennies en droit et qui ont un nom approprié en droit. C'est le conflit des lois dans le temps ou le conflit des normes dans le temps.
On a une loi et une autre vient. Quel est le sort des effets créés par la première pendant que la nouvelle arrive? Ça s'appelle conflit de loi dans le temps. Une loi arrive, on se demande est-ce qu'elle va s'appliquer pour le passé? Oui, le principe étant qu'une loi ne s'applique que pour l'avenir. Mais il y a des exceptions, c'est ça qu'on appelle la période transitoire. Tout cet ensemble en loi s'appelle conflit de loi dans le temps. Et il y a des théories qui existent depuis 2 siècles, et surtout les quelques 50-60 dernières années, tout a été bien fixé, il n'y a presque plus de débat autour de la manière de prendre ça en charge. On va en parler tout à l'heure. Alors, le but et la portée de la période transitoire, monsieur le directeur général du guichet unique en a parlé, il faut aller se faire matriculer, procéder à la loi parle de la mise en harmonie. Alors, parfois quand on dit harmonie, on dit ah c'est pas ça. Non, il faut vivre et respirer. D'ailleurs, il faut aussi parfois regarder dans le dictionnaire, quand vous regardez harmonisation, c'est écrit mettre en harmonie. Mais bon, il y a des termes consacrés, mais soyons à l'aise, hein. Sinon on va perdre parfois du temps et se battre sur des mots. Mais ce que, je crois qu'il a parlé même des sanctions, je reviendrai là-dessus aussi, mais je voudrais utiliser un mot qu'avait utilisé tout à l'heure monsieur l'administrateur délégué, et j'avais beaucoup apprécié. Il a parlé de régularisation de la situation juridique. Tout ce dont nous parlons, c'est ça. Régularisation de la situation juridique. Retenez bien ce mot. Parce que même quand on aura terminé avec l'harmonisation, parce qu'après le 12 septembre, le mot harmonisation est passé, c'est pour une période transitoire. Mais il y aura encore la notion de régularisation. Tout à l'heure, on a parlé de la nullité. Ça peut être nul. Attention, le droit, c'est un peu, je ne sais pas si on a voulu imiter le médecin qui veut absolument sauver. Quand, et c'est tout le droit des sociétés modernes, quand on est dans une situation où la société peut être annulée, surtout la société, je ne parle même pas des actes de société, PV et tout, mais la société doit être annulée, tout. Mais alors, tout est fait pour empêcher, à moins, si vraiment c'est annulé, c'est de vous chercher de force. On vous donne des périodes de régularisation. On dit même aux juges qu'au moment de se prononcer, s'il constate qu'il y a quand même possibilité de sauver la situation, il accorde un délai. Donc tout est fait pour empêcher la nullité. J'en sais quelque chose, je venais d'écrire un article dans le journal des sociétés, la revue des sociétés, sur le thème justement la réforme des nullités avec le nouvel acte uniforme. Quand vous lisez les différentes dispositions sur la nullité, je peux vous donner un exemple. Quand on a modifié les dispositions de cet acte uniforme, et la RDC avait travaillé, c'est l'acte à partir duquel, c'était à Brazzaville, la RDC est arrivée et a commencé aussi à participer en tant que membre effectif dans la discussion d'un acte. Et croyez-moi, il y avait pas mal de choses ça avait bougé quand même ce jour-là. Et je salue aussi les experts comptables, les Congolais, c'est quand ils sont arrivés aussi. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi. Mais disons, une chose essentielle que la délégation congolaise avait sensiblement modifiée, c'était les règles sur la société de fait ou la société créée de fait. Mais malgré nos efforts, à un moment, ils ont dit, mais il y a tel élément que vous recommandez, je dirais 10% de nos recommandations, c'était sur les sanctions. Que la société de fait doit se terminer par une nullité. Alors, tout le monde a dit non, mais on a déjà levé l'option. Il faut limiter au maximum les cas de nullité. Donc, sacrifions-nous, commettons peut-être une erreur dans le texte, faisons comme si la société de fait ne doit pas être annulée, alors que c'est la sanction normale, même en droit comparé, mais disons seulement qu'on va l'assimiler à une société en participation. Donc c'est pour dire que le mot nullité, l'idée de la nullité d'une société, qui a des conséquences sur les travailleurs, sur les actionnaires, sur l'État, sur la communauté. Donc cette idée de nullité, c'est un peu comme quand le médecin se dit, bon là, il n'y a plus rien à faire, on attend que la personne meure, si je peux dire. Donc, mais vraiment, il faut vraiment éviter la nullité. Alors, la durée de la période de transition est de 2 ans. Là, il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. Il y a un petit cas particulier, mais qu'on doit essayer de cantonner
de dire jusqu'où on peut aller dans un débat. Il y a un tout petit cas qu'on évoquera tout à l'heure. En réalité, ça sera à titre superfétatoire, comme même le dire les juristes, ou subsidiaire. Parce que ce cas est aussi balayé par l'acte uniforme sur le droit commercial général qui est précis et qui n'a pas changé, qui n'a pas été révisé. Mais comme le débat vient parfois, il ne faut pas le fuir, mais il faudra alors bien le cerner que c'est à quel niveau, c'est vrai, qu'on peut se poser telle ou telle question et quelle réponse y apporter. La loi est silencieuse, on regardera alors la doctrine.